Donc, je vais vous parler de trous noirs quantiques. Alors, les trous noirs vous ont été présentés déjà par Thibaut Damour dans son exposé, et il vous a parlé en particulier des trous noirs dans la théorie classique. Alors, dans la théorie classique de la gravitation, qu'on appelle la théorie de la relativité générale, la théorie écrite par Einstein, les trous noirs, en fait, sont ces puits qui absorbent tout, qui sont caractérisés par juste quelques grandeurs, qui sont les grandeurs extérieures au trou noir, donc la masse, qui augmente bien sûr quand le trou noir absorbe de la matière, son moment angulaire, ça a été mentionné par Thibaut, et j'en parlerai un petit peu après aussi, et des charges. Alors, une charge électrique pour les trous noirs dans les espaces en 4 dimensions, et puis si on imagine examiner des trous noirs dans des théories généralisées avec plus de dimensions d'espace, on peut avoir plus de charges. Donc ça, c'est ce qui caractérise le trou noir d'un point de vue d'un observateur extérieur. Et ça ne dit rien sur ce qu'il y a à l'intérieur. Le trou noir, comme je disais, absorbe tout, toute la matière, toute l'énergie, tout simplement parce que les trous noirs sont une conséquence de la théorie de la gravitation. Vous savez, la gravitation attire toute la matière, toute l'énergie. Il n'existe pas de masse négative, on ne peut pas écranter l'effet de la gravité. Donc, on subit tous l'effet de la gravitation, et qu'on soit microscopique ou macroscopique, la gravitation agit sur nous. Et, comme Thibaut l'a mentionné, au centre d'un trou noir classique, il y a cette singularité qui dérangeait en particulier Einstein. Alors, en 1916, c'est-à-dire un petit peu après qu'Einstein ait publié en fait sa nouvelle théorie de la gravitation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, Einstein fait le calcul de perte d'énergie gravitationnelle au sein d'un atome. Alors, vous savez peut-être qu'un électron qui tourne autour d'un proton, ou un électron qui tourne autour d'un noyau dans un atome, perd de l'énergie classiquement par rayonnement électromagnétique. Et en quelques nanosecondes, sous l'effet du rayonnement électromagnétique, l'électron, classiquement, devait tomber sur le noyau. Et donc, c'était une grande question de la physique qui a été sauvée grâce à l'introduction de la mécanique quantique qui a stabilisé l'atome. En fait, donc Einstein fait le même calcul et montre que, de la même façon que l'électron rayonne de l'énergie gravitationnelle. Et c'est la même énergie gravitationnelle que les ondes gravitationnelles qui ont été détectées par LIGO, Virgo. Bien sûr, l'intensité est différente. Et bon, il calcule qu'il faut, je crois, 10 puissance 30 années, qui est énorme. Mais néanmoins, il disait, de toute façon, ça montre que l'atome n'est pas stable et qu'il faudra donc que la théorie quantique modifie la nouvelle théorie de la gravitation. Et donc, depuis cette phrase d'Einstein, on essaie toujours de comprendre la gravitation quantique. Et en fait, il y a deux grandes questions, deux grandes approches peut-être qu'on peut essayer de considérer, qui est l'une, qu'est-ce qu'il faut modifier? Est-ce qu'il faut modifier la gravitation pour l'accorder avec la mécanique quantique? Donc c'est ce que Einstein suggérait, c'est ce que la théorie des cordes fait. C'est-à-dire que dans l'espace-temps, la structure de l'espace-temps est modifiée par les fluctuations quantiques, on perd la notion de point, parce qu'à cause des fluctuations microscopiques, et la théorie des cordes, en fait, intervient pour vous dire que l'espace-temps est composé de petites cordes, mais quand on est à grande distance des cordes, on perd la résolution des cordes et on retrouve un espace-temps traditionnel, et la théorie d'Einstein est une limite naturelle de la théorie des cordes. Ou alors, est-ce qu'il faut conserver la théorie d'Einstein et modifier les règles de quantification? Alors, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites, géométrie non commutative, gravitation quantique à boucle, triangulation causale, etc. La liste est assez longue. Et justement, les trous noirs, comprendre la physique des trous noirs quantiques, et essentiellement, on revient à essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut être dans ce schéma-là ou être dans ce schéma-là? Alors, les trous noirs quantiques dont on parle, d'abord, on peut voir que... Alors, comment est-ce qu'on teste la physique fondamentale? Et la façon dont on connaît la physique fondamentale de nos jours, essentiellement, c'est par la diffusion de particules élémentaires. Il y a des accélérateurs de particules au CERN. Et
si on regarde la diffusion de particules à très haute énergie, alors bien sûr il faut des énergies fantastiques, on peut créer des micro-trous noirs. Alors là je parle de trous noirs microscopiques, hein, pas de trous noirs gigantesques comme on peut trouver au centre de la galaxie, mais ces trous noirs de toute façon doivent exister. C'est-à-dire que Einstein nous a dit que l'énergie, la masse et l'énergie c'est la même chose, et donc au bout d'un moment il va y avoir tellement d'énergie que l'énergie va s'effondrer et créer un micro-trou noir. Donc ces micro-trous noirs quantiques sont nécessaires à la cohérence mathématique de toute théorie de la gravitation quantique. Vous ne pouvez pas y échapper. Ce qu'on peut montrer, c'est que quand on regarde des théories de gravité qui généralisent la théorie d'Einstein, c'est-à-dire qu'on est dans la première catégorie de mon transparent précédent, on peut montrer qu'en fait, la cohérence mathématique des contributions de ces trous noirs microscopiques au processus de diffusion à très haute énergie nécessite la théorie des cordes. Donc la théorie des cordes vient naturellement quand on regarde justement la diffusion à très haute énergie. Donc c'est-à-dire que si on avait par exemple, si on pouvait explorer ce régime-là physiquement. Et en quelque sorte, la diffusion à très haute énergie des cordes est l'expérience de pensée idéal pour étudier les propriétés d'unification de la mécanique quantique et de la gravité quantique. Einstein adorait d'ailleurs les expériences de pensée. Alors, qu'en fait, comment se comporte un trou noir en présence de mécanique quantique? Alors, la mécanique quantique nous dit que le vide, ce qu'on appelle le vide quantique, n'est pas vide en fait. Le vide est un bouillonnement de création de paires de particules virtuelles. Donc des particules apparaissent et puis disparaissent instantanément. Alors, sur un très bref instant, on a une paire de particules et d'antiparticules qui sort de rien et qui s'annihile et qui disparaît. Mais lorsqu'un trou noir est présent, ça affecte ce qui se passe au voisinage de son horizon. Et donc une des particules peut tomber derrière l'horizon du trou noir et l'autre particule est émise. Et c'est en fait le calcul, que je veux dire semi-classique, que Hawking a fait, qui lui a permis de déterminer la température du trou noir. Donc cette température dépend bien sûr de la constante de Planck, donc c'est un phénomène quantique. Ça dépend ici de la masse du trou noir et de la constante gravitationnelle, donc c'est-à-dire ça, c'est cette constante qui vous dit combien est la force gravitationnelle, mais vous voyez que la température est inversement proportionnelle à la masse. Donc plus le trou noir est petit, plus il s'évapore vite, et donc plus les trous noirs sont gros, donc en particulier les trous noirs astrophysiques, la température est quasiment négligeable. Et puis Kb, c'est la constante de Boltzmann. Alors la question c'est, aujourd'hui, est-ce qu'on peut observer des micro-trous noirs, et est-ce qu'on peut observer le rayonnement de Hawking? Alors, on essaye de le déterminer, on ne le sait pas. Il y a eu beaucoup de discussions sur la production a priori potentielle de micro-trous noirs dans les accélérateurs de particules et leurs risques potentiels, mais néanmoins, on n'a pour l'instant aucune indication expérimentale claire de l'observation de micro-trous noirs, mais néanmoins, s'il y avait une possibilité, on la recherche. Alors, faisons un petit calcul d'entropie. Donc on a une température. Alors on apprend que la variation de l'énergie, c'est la température fois la variation de l'entropie. Donc j'ai écrit la variation de l'entropie, c'est la variation de l'énergie divisée par la température. Alors je prends le cas d'un trou noir de Schwarzschild qui n'est caractérisé que par sa masse, c'est-à-dire qu'il n'a pas ni de moment angulaire ni de charge. Donc l'énergie c'est mc carré, selon une formule bien connue d'Einstein. Et donc si vous réinjectez dedans l'expression qui est ici, vous complétez le carré, vous voyez qu'effectivement apparaît g carré m carré, et en fait toute la quantité ici en rouge est exactement ce qu'on appelle l'air, c'est-à-dire la surface de l'horizon du trou noir. Et donc c'est comme ça qu'on peut montrer par un petit calcul que l'entropie d'un trou noir de Schwarzschild est donnée par cette formule. Alors on constate, bien sûr, si notre trou noir maintenant a un moment angulaire de rotation et puis des charges, ces quantités interviennent dans l'expression de l'air, et donc bien sûr le petit calcul qui est fait ici doit être adapté, mais ce qui compte surtout, c'est que l'entropie est une fonction de l'air du trou noir, qui elle-même est une fonction des caractéristiques du trou noir, la masse, la charge et le moment angulaire.
il y a ce fameux facteur 1/4, et en unité d'air élémentaire, l'unité d'air élémentaire est la longueur de Planck au carré, caractéristique des effets de gravité quantique. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes dans votre machine à voyager dans le temps, un TARDIS, classiquement vous tombez dans votre trou noir, bon, vous disparaissez. Quantiquement, il y a quelque chose sur la nature de ce qui est tombé dedans qui doit être quelque part sur la surface du trou noir. Le second principe de la thermodynamique vous dit que l'entropie augmente. Ça veut dire que comme l'entropie est proportionnelle à l'air du trou noir augmente. Alors, il y a eu une question tout à l'heure sur l'entropie des trous noirs et puis LIGO. Eh bien, l'entropie du trou noir plus l'entropie des ondes gravitationnelles doit être supérieure, d'après le second principe de la thermodynamique, à la somme des entropies des trous noirs progéniteurs. Alors, l'entropie des ondes gravitationnelles est négligeable, donc je peux approximer ça comme étant l'entropie du trou noir. L'entropie du trou noir est proportionnelle à son aire, et donc, par exemple, pour le premier événement de détection des trous noirs par la collaboration LIGO, le trou noir final a une masse de 62, les trous noirs initiaux de 36 et de 29, et vous pouvez vérifier que 62 au carré est bien plus grand que 36 au carré plus 29 au carré. Mais 62 n'est pas plus grand que 36 plus 29. D'accord ? Parce que la différence, parce que donc la somme des masses la somme des masses des trous noirs initiaux doit être supérieure à la somme du masse du trou noir final, parce que c'est l'énergie émise par les ondes gravitationnelles, mais le carré doit être plus grand pour satisfaire la loi des airs. Alors bien sûr, ça fait partie des choses qui sont testées très activement, parce qu'il faut tenir compte, pour être plus précis, du moment angulaire et des caractéristiques physiques détaillées du trou noir, mais en première approximation, pour l'instant, les mesures des ondes gravitationnelles classiques sont compatibles avec cette prédiction de l'entropie des trous noirs. Alors les calculs microscopiques cordistes permettent d'essayer de faire un calcul microcanonique, c'est-à-dire on fait de la physique statistique. Et donc on a un système de physique statistique qui est caractérisé par un certain nombre de degrés de liberté élémentaires. Et on peut calculer ce qu'on appelle une entropie microcanonique qui va à la fin dépendre de la masse du trou noir, de son moment angulaire, de ses moments angulaires et puis de ses charges. Et on peut montrer dans différents calculs, soit en décrivant le trou noir par des cordes fondamentales, selon un calcul fait par Achoksen, qui est d'ailleurs le résultat qui est ici, ou le premier calcul historiquement fait par Strominger et Vafa, qui décrivait le trou noir par des excitations de cordes et de ce qu'on appelle des d-branes, qui sont des objets, des défauts d'espace-temps sur lesquels les cordes s'attachent, ou par d'autres degrés de liberté sur l'horizon du trou noir, et je parlerai un peu plus de ça dans quelques minutes. On peut montrer que l'entropie microcanonique, le terme dominant est l'entropie de Bekenstein-Hawking. Donc, on peut, par un calcul microscopique, retrouver cette entropie, et on peut calculer des corrections logarithmiques, des corrections, par exemple, à cette entropie microcanonique, qui sont fonction du log de l'aire du trou noir, et puis ici, une fonction qui dépend des charges, de la masse, etc. Et ces deux contributions, en fait, sont intéressantes parce qu'elles ne dépendent elles sont universelles, c'est-à-dire qu'elles dépendent assez peu finalement des détails de la théorie, et donc parce qu'elles sont fonction des degrés de basse énergie, c'est-à-dire on parle d'un côté d'un trou noir qui est une modification de l'espace-temps, et donc il modifie une géométrie, mais d'un autre côté, comme c'est aussi un calcul microscopique élémentaire quantique, ça contraint fortement toute théorie de la gravité quantique. Et donc pour l'instant, cette formule, telle qu'elle est écrite ici, a été écrite telle qu'elle est et démontrée telle qu'elle est uniquement en théorie des cordes. Les autres théories de la gravitation et les autres options de quantification doivent encore montrer comment déduire cette fonction. Et je rappelle bien, ce n'est pas juste calculer un quart, c'est calculer une fonction des charges, ce qui est quelque chose de non trivial. Alors, donc mon trou noir rayonne, il a une température, et donc quand il va rayonner, il va perdre de la masse, il va s'évaporer. Et qu'est-ce qui se passe à la fin quand le trou noir disparaît? Alors, si le trou noir disparaît, qu'est-ce qui se passe avec finalement l'origine élémentaire de l'entropie, c'est-à-dire avec l'information contenue dans l'entropie, les degrés de liberté de l'entropie? Si cette information disparaît complètement avec le trou noir,
ben, ça viole les règles de la mécanique quantique, parce que c'est un processus qu'on dit non unitaire, et donc on ne conserve pas en fait les probabilités de la mécanique quantique. Si la radiation d'Hawking est sortie du trou noir, ben, comment c'est possible? Parce qu'en fait, un trou noir, c'est noir, donc il y a un intérieur et un extérieur qui ne communiquent pas entre eux. Donc, une façon de... On pourrait se dire, OK, donc dans ce cas-là, on a deux copies. On a une copie de l'information quantique à l'extérieur, une copie de l'information quantique à l'intérieur. Mais là aussi, ça viole les règles élémentaires de la mécanique quantique telles qu'on les connaît et qu'on les apprend à l'école, et qui sont d'ailleurs vérifiées dans des expériences en laboratoire. Donc, en fait, le problème, c'est que le calcul initial d'Hawking supposait que le trou noir, d'un point de vue de mécanique quantique, était une petite perturbation du vide quantique dont on a l'habitude. C'est-à-dire qu'on a notre vide quantique, ça fluctue, on met notre trou noir, et donc ça absorbe une partie de la radiation, ça émet l'autre, mais que finalement, ça ne changeait pas beaucoup les choses. Mais Hawking avait pensé déjà quand même à l'époque que à l'époque de son papier, pensait que sa température et la radiation des trous noirs n'était pas compatible avec les règles élémentaires de la mécanique quantique, pour les raisons que j'ai expliquées ici. Donc il pensait qu'il fallait changer la mécanique quantique. Je sens qu'il y a des moustaches qui se frisent dans l'Assemblée. ADS, en 1997, avec la conjecture ADS-CFT, Maldacena a proposé ce qu'on appelle un principe de correspondance, qui permet de décrire la physique à l'intérieur d'un espace courbe, une physique gravitationnelle, en termes d'une physique sur le bord de cet espace. Qu'est-ce que c'est la correspondance ADS-CFT? Je suis en train d'expliquer. Donc la correspondance ADS-CFT, ça vous dit qu'en fait, vous avez un espace qui a une certaine courbure, comme un bol. Ici, vous décrivez une physique qui est régie par les lois de la gravitation, mais qu'elle est en correspondance avec la projection que vous pouvez faire sur le bord de cet espace, qui est une projection holographique, qui vous permet de décrire les phénomènes physiques. Il y a un dictionnaire entre ce qui se passe à l'intérieur du bol et ce qui se passe sur le bord du bol, et qui, elle, la physique sur le bord, n'est pas une physique gravitationnelle, ne contient pas la gravitation. Donc en quelque sorte, c'est comme si vous essayez de reconstituer la soupe dans votre bol à partir de la mesure de la température sur le bord, et puis de tout ce que vous pouvez mesurer sans aller voir ce qu'il y a dedans. L'avantage de cette description, c'est que la description sur le bord utilise une physique quantique unitaire traditionnelle. Donc, on appelle ça une théorie conforme, mais bon, vous pouvez penser que c'est une physique quantique standard sur le bord. Et donc, grâce à ce schéma, la correspondance ADS-CFT donne une résolution formelle de l'information quantique des trous noirs et montre qu'en fait, on pourrait comprendre l'entropie des trous noirs sans avoir à violer les principes de la mécanique quantique. Et donc en 2005, Hawking a admis avait fait un pari avec Preskill, et il a admis effectivement, à cause de ADS-CFT, que finalement l'information n'est pas perdue, qu'il faut modifier la relativité générale, mais pas modifier la mécanique quantique. Donc on pourrait dire, voilà, grâce à ADS-CFT, la théorie des cordes, on a résolu l'entropie des trous noirs, on sait exactement à quoi ça correspond, on est content. En fait, quelqu'un qui lit un peu toute cette littérature, qui vraiment s'y attache, pourrait avoir la réaction d'Hamlet face à Polonius, et dire finalement, mais qu'est-ce que c'est précisément, quel est vraiment le mécanisme précis, quelles sont les équations précises d'évaporation du trou noir, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'horizon? Qu'est-ce que sont ces degrés de liberté? Où est-ce qu'ils sont localisés? À quoi ils ressemblent? C'est justement une grosse question qui n'avait pas été résolue. Et donc, il a été montré, en fait, il a été compris que l'un des problèmes, c'est ce que j'ai appelé cette petite modification. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas essayer de comprendre le problème de l'entropie des trous noirs sans faire une modification importante de la physique à l'horizon du trou noir. Donc l'idée que l'horizon du trou noir est un horizon où il ne se passe rien, qu'on traverse cet horizon et on ne se rend pas compte qu'on l'a traversé un peu comme la chute d'eau, mais n'est pas compatible avec la question de, justement, l'entropie des trous noirs.
Et donc un certain nombre de personnes donc Joe Polchinski et de collaborateurs, ont montré que, justement, il y avait une incompatibilité terrible qui fait qu'un observateur extérieur qui traverse lentement l'horizon du trou noir, selon la relativité générale d'Einstein, il tomberait paisiblement, boum, sur la singularité. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Il serait fatalement grillé par l'ensemble des degrés de liberté de haute énergie qui sont localisés à la surface du trou noir. Alors le problème, c'est que ça nécessite une modification radicale de la géométrie des trous noirs, mais radicale au point que supérieure à ce que la théorie des cordes a déjà proposé. La théorie des cordes était une modification de la théorie d'Einstein, mais néanmoins, elle conservait quand même un des aspects, les aspects principaux physiques des trous noirs. Là, cette proposition de Polchinski et collaborateurs, c'est vraiment une modification terrible, qui d'ailleurs continue à toujours poser beaucoup de problèmes, à être très discutée. Et donc aujourd'hui, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre vraiment en détail quel est ce processus d'évaporation du trou noir, quelle est vraiment la vraie nature de l'horizon. Alors soit on suit soit on accepte que en fait, la structure de l'horizon est vraiment changée, qu'il y a des quantités d'états quantiques à l'horizon et que la structure à l'horizon est donnée essentiellement par des états soit venant de la théorie des cordes, ce qu'on appelle le fuzzball, ou d'autres choses un peu moins précises décrites par le firewall. C'est à confirmer, mais ça pourrait être une résolution du principe du paradoxe de l'information. Maldacena et Susskind ont proposé une résolution différente qui combine en fait Einstein deux fois. Donc vous savez, Einstein en fait avait des problèmes avec la mécanique quantique et voulait montrer que la mécanique quantique était incomplète. Et donc le fameux paradoxe EPR. Et donc Maldacena et Susskind ont écrit une équation. Enfin, écrit une équation, ça nécessite à être bien sûr compris en détail et à être analysé, qui vous dit que l'intrication quantique entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir est en relation avec une autre chose que Einstein a écrit avec Nathan Rosen, qui est l'existence de trous de verre, c'est-à-dire un trou noir, donc une structure de l'espace-temps où on a un trou noir dans lequel on peut entrer, on pourrait passer par la singularité et ressortir de l'autre par un trou de verre, par un trou blanc. Donc c'est ce qu'on appelle un trou de verre. Alors tout ça, c'est encore... je ne vous prétends pas que c'est une solution, mais ça fait partie des choses que les gens ont discutées. Ou une autre solution que les gens ont proposée, qui est une modification de la notion d'opérateur et d'observable en mécanique quantique. Donc c'est une violation quand même assez subtile de la mécanique quantique, qui dépend de la personne qui l'observe. Et là encore... aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si c'est la bonne solution ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme Thibault l'a mentionné, le trou noir, à l'intérieur du trou noir, la singularité du trou noir, c'est comme un Big Bang à l'envers. Et donc, en fait, la compréhension de l'intérieur du trou noir et la compréhension de toutes les questions qui sont autour de ces trous noirs quantiques est en relation avec des questions fondamentales de cosmologie et aussi associé à notre Big Bang. Et donc on ne peut pas juste oublier ces questions, parce que même si c'est des questions pour l'instant formelles, qui ne sont pas directement en relation avec l'expérience, on est quand même là, il est nécessaire pour nous d'avoir quand même une bonne compréhension de ce qu'est la mécanique quantique avec la relativité. Est-ce qu'il faut conserver la relativité? Est-ce qu'il faut conserver la mécanique quantique? Est-ce qu'il faut jeter les deux? Eh bien, voilà, la question est ouverte. Bien, on va passer aux questions. Oui, Christian Bordet. L'hypothèse a été émise qu'un électron pouvait être un trou noir. En fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'horizon, ça serait peut-être une singularité nue. Alors, quelle comparaison peut-on faire pour être rigoureux? En fait, je peux faire... il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, donc il y a un électron, c'est un objet quantique.
Et donc, il y a deux grandeurs physiques élémentaires. Il y a le rayon de Schwarzschild et il y a la longueur d'onde de Compton. Donc, quand on égale le rayon de Schwarzschild avec la longueur d'onde de Compton, c'est-à-dire qu'on est à la fois un trou noir et quantique, on trouve que le rayon est le rayon, la longueur de Planck. Mais on peut se poser la question différemment. Quelle est la masse de l'objet qui est telle que le rayon de Schwarzschild, c'est-à-dire de trou noir, est égal à la masse typique de la longueur d'onde de Compton. On trouve que c'est la masse de Planck. La masse de Planck, en fait, c'est à peu près c'est un peu plus lourd qu'un grain de sable et c'est un peu plus léger qu'un moustique. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, l'électron est quantique, mais ce n'est pas un trou noir. Comme le Soleil est aussi purement classique, il a un rayon de Schwarzschild, ou bien les trous noirs classiques qui sont au centre de la galaxie sont des trous noirs classiques, parce que leur rayon de Schwarzschild, leur masse est très grande par rapport à la masse de Planck. Donc les particules élémentaires ne sont pas des trous noirs, dans ce sens-là. Néanmoins, la question n'est pas inintéressante, parce qu'en fait, la raison pour laquelle Einstein et Rosen ont écrit leur papier, c'est qu'ils voulaient avoir une description purement, c'est-à-dire Einstein voulait uniquement la géométrie pour décrire toutes les particules élémentaires. Donc il y a cette idée qu'on pourrait dire que les électrons en fait, sont des sortes de trous dans l'espace-temps, et donc ils ont cherché une solution où on pourrait justement utiliser les trous de verre pour décrire un électron et puis un anti-électron. Donc ça, c'était une des motivations de ce papier d'Einstein et Rosen. Mais ça ne s'applique pas en particulier. Un micro là-bas, là, s'il vous plaît. Présentez-vous aussi pour nous dire qui vous êtes. Alors, je m'appelle Hassan, je voulais vous poser une question, c'était une question assez simple. Que voit-on si on était, une fois, si on franchit l'événement des horizons et qu'on regarde à l'extérieur, par exemple si on était à l'intérieur du trou noir supermassif au centre de la galaxie et qu'on se retournait pour voir la galaxie, qu'est-ce qu'on verrait? Donc, vous êtes dans le trou noir, c'est ça? Ouais, et on se retourne. Dans le trou noir, la lumière ne peut pas sortir. Donc, Ah oui, oui. Non, mais... okay. Oui, donc la lumière va pouvoir entrer. Vous allez voir en fait l'effondrement gravitationnel de tout ce qui va tomber dans le trou noir. Et, on verra que de la lumière en fait. Vous allez voir en fait l'ensemble des choses qui vont vous arriver dessus. En fait, c'est une sorte. Vous pouvez penser que le trou noir est une sorte de Big Bang à l'envers en quelque sorte. Voilà. Alain Aspect, ici à gauche. Si j'ai compris, ce qui n'est pas sûr du tout, l'idée d'utiliser Einstein, Podolsky, Rosen, c'est pour limiter l'entropie en trop. Alors est-ce que, bon, a priori, si c'est ça l'idée, on peut faire un calcul pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce que dit ce calcul? Oui, ben, le problème, c'est que... C'est trop naïf ce que j'ai dit. Non, la question est surtout, ici, dans ce cas-là, d'essayer de faire un calcul précis. Parce que cette proposition demande à être mise précisément en équation. Donc, il y a le problème de... Ça, c'est pour essayer d'adresser le problème de complémentarité, ou, si vous voulez, l'intrication entre les degrés de liberté qui seraient à l'extérieur et à l'intérieur du trou noir. Exactement. Et on a l'impression que ça, c'est un moyen, effectivement, de diminuer l'entropie disponible, puisqu'il y a moins d'entropie dans une paire intriquée que dans la somme des deux composantes. C'est ça que j'ai cru comprendre en t'écoutant. Certes, mais le problème, c'est que cette proposition, en fait, demande à être mise en équation de manière précise et à être mieux comprise. Et donc, pour l'instant, je ne peux pas prétendre que ce soit la bonne façon d'aborder le problème. Merci. Vous disiez tout à l'heure que les trous noirs pouvaient être formés à partir d'étoiles à neutrons qui atteignaient une masse maximale. Mais tout à l'heure, vous parlez des mini-trous noirs. Donc ma question, est-ce que les trous noirs sont seulement formés à partir des étoiles des neutrons? Et si ce n'est pas le cas, quelle autre chose peut les former? Et est-ce qu'alors tous les trous noirs sont nés de la même taille, où il y a des plus petits et des plus grands au début? Alors, il y a plusieurs façons de former des trous noirs.
Et je pense que Martha ici est une spécialiste. Mais on peut former des trous noirs par effondrement gravitationnel, mais il y a d'autres trous noirs dont on n'est pas exactement sûr de savoir comment ils ont été formés. Alors, c'est-à-dire selon le processus de formation du trou noir, le trou noir obtenu a une certaine masse. Donc pour certaines valeurs des masses, on a une idée de comment il a pu être formé, mais pour d'autres valeurs des masses, on n'est pas totalement sûr. Là, ce dont je parlais, ce sont des trous noirs microscopiques qui ont une taille qui est comme une particule élémentaire, qui serait créée par un apport d'énergie énorme. Donc, soit l'effondrement d'une étoile, en fait, c'est un objet massif, et donc c'est sous l'effet de la masse qui s'effondre. Mais si on apporte beaucoup d'énergie, on peut aussi créer un trou noir. Et donc, on peut créer aussi, grâce à ça, des trous noirs avec des rayons de Schwarzschild qui sont des rayons caractéristiques qui sont, dans les formules, vont remplacer la masse par l'énergie. Édouard Brézin, pour terminer. Est-ce que tu pourrais rassurer les gens à qui tu as fait peur en disant si dans un accélérateur de particules on fabriquait un trou noir, il y a quand même des événements cosmiques d'énergie bien supérieure à ceux qu'on sait fabriquer au CERN, et pour l'instant, depuis 4,5 milliards d'années, apparemment, on a l'air de survivre à ces événements de haute énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer que ceci est une conséquence de l'évaporation quantique ? Oui, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que ces micro-trous noirs s'ils sont créés, vont s'évaporer très rapidement, en fait. Et donc, ils n'auront pas la possibilité de grossir et d'accréter la matière. Et ça, on peut l'argumenter de différentes façons, en utilisant des règles de physique élémentaires. Jean, ici, a écrit un rapport pour le CERN. J'en ai signé un moi-même avec Gabriel Chardin pour assurer l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, je vous garantis qu'effectivement, on n'a rien à craindre. Mais néanmoins, j'insiste, ces objets font partie de toute théorie mathématique de la gravité quantique, et on ne peut pas les ignorer d'un point de vue purement formel. On va s'arrêter là. Merci beaucoup.